Nous sommes en juillet 1969 et les 3 astronautes de la mission Apollo 11 approchent de la Lune après 3 jours de voyage depuis la Terre. Par le hublot de l'étroite capsule, ils observent pendant plusieurs minutes une lumière qui se déplace sur le fond étoilé et semble suivre leur trajectoire. Salut les terriens, après ce petit teasing, aujourd'hui je vous propose un Le saviez-vous consacré aux ovnis, ces objets volants non identifiés dont tout le monde parle depuis maintenant plus de 70 ans, mais qui n'auraient pourtant que très rarement été observés. Le sujet est vaste et c'est donc un programme chargé qui nous attend, de l'emballement médiatique aux témoignages de masse, canulars et phénomènes très bien expliqués des décennies après, avec pour finir, un véritable témoignage qui lui pour le coup reste toujours un mystère. Jingle. Revenons une cinquantaine d'années dans le passé et occupons-nous en premier lieu de ce qu'ont vu les astronautes des missions Apollo. Buzz Aldrin, l'un des astronautes d'Apollo 11, la célèbre mission du programme spatial américain, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune le lundi 21 juillet 1969, évoque régulièrement son observation d'une apparition étrange. En 2005, alors qu'il est interviewé pour le documentaire First on the Moon de la chaîne scientifique Science Channel, l'astronaute parle librement de son observation qu'il décrit comme un objet très lumineux ayant une forme de L. Les 3 membres de cette mission à l'époque avaient discuté prudemment de l'incident avec Houston en raison de la forte couverture médiatique de l'événement. Par une question détournée, ils demandèrent à l'équipe au sol où se trouvait le dernier étage du propulseur S-4B, élément de la fusée qui les avait propulsés et qu'ils soupçonnaient d'être à l'origine de cette vision troublante. Comme l'explique Buzz Aldrin sur The Science Channel, évidemment, nous ne pouvions pas lancer de but en blanc. Hey Houston, il y a quelque chose qui se déplace à côté de nous et on ne sait pas ce que c'est, vous pouvez nous renseigner ? On ne pouvait pas faire ça car on savait que les transmissions radio seraient entendues par toutes sortes de personnes. Alors nous avons juste demandé avec précaution à quelle distance était le S-4B. Mais quand on a appris que le S-4B était à plus de 6000 miles derrière nous, nous avons alors compris que ce que nous observions était quelque chose d'autre, nous avons regardé encore quelques minutes, et puis nous sommes allés nous coucher en décidant de ne plus en parler jusqu'au prochain débriefing. Ce qu'oublient de préciser les documentaristes de Science Channel, ce sont les explications détaillées d'Aldrin. Ce dernier, après avoir demandé à Science Channel d'apporter une correction, verra d'ailleurs sa demande refusée. Plus tard, lors de l'émission The Howard Stern Show en 2007, Aldrin assure alors que ses propos sur l'observation supposée d'un ovni ont été sortis de leur contexte et confirme qu'aucune observation jugée extraterrestre n'avait été observée et qu'il était sûr à 99,9% que l'objet concerné était un panneau détaché. Ainsi, l'astronaute expliqua qu'il s'agissait sans doute de l'un des 4 grands panneaux adaptateurs situés entre le module de commande et le 3e étage de la fusée Saturne V qui s'était détaché du vaisseau spatial lors de la mise en orbite sur la trajectoire lunaire. Ces panneaux sont largués avant la manœuvre de séparation et se trouvent sur la même trajectoire que le véhicule spatial jusqu'à la première correction à mi-parcours. Ce fait avait d'ailleurs été aussi rapporté dans les mêmes termes par Neil Armstrong lors d'une interview pour la télévision française en 1979. Aldrin a continué de témoigner durant de nombreuses années, faisant à chaque fois le buzz sans mauvais jeu de mots. Pourtant, il reconnaît volontiers lors de certaines interviews que l'observation n'avait en soi rien d'extraordinaire, qu'il pouvait tout aussi bien s'agir d'un reflet sur l'un des 4 panneaux, et que l'on ne peut que parler d'objets non identifiés pour la seule et bonne raison qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors faut-il croire ses yeux ou faut-il croire la science ? Est-ce que Buzz Aldrin et ses coéquipiers, sur le coup de l'émotion, auraient tout de suite vu un ovni, même s'ils ont par la suite compris qu'il s'agissait d'un panneau détaché après la manœuvre de séparation ? Étaient-ils conditionnés pour penser ovni, et ne serions-nous pas, à l'image de ces astronautes, nous aussi légèrement conditionnés par notre culture cinématographique, par les médias ou par les dessins animés de notre enfance ? Un nouveau fait à ajouter au chapitre des soucoupes volantes. Pour comprendre ça, voyons ensemble d'où vient l'expression soucoupe volante. Ce terme est apparu avec le témoignage de Kenneth Arnold, un pilote privé qui rapporta en 1947 avoir observé plusieurs soucoupes volantes dans l'état de Washington. Il a dessiné à la main ce qu'il a vu ce jour-là, une surenchère médiatique évoqua des vitesses extravagantes, bien qu'au départ le pilote n'en faisait pas spécialement mention. L'homme parlait plutôt de trajectoires équivalentes à des mouvements de ricochet qu'on ferait sur l'eau avec un objet en forme de soucoupe. On vit alors pour la première fois l'expression soucoupe volante faire les gros titres des journaux. Suite à cette observation, d'autres nombreuses déclarations équivalentes furent répertoriées partout dans le pays. Le pilote a observé quelque chose qu'il a traduit avec ses mots à lui, l'a dessiné et l'a interprété ensuite comme étant d'origine extraterrestre.
Cependant, personne ne saura jamais si son observation était réelle, et aucune preuve matérielle n'a jamais été apportée. Autre cas qui a contribué à la notoriété des ovnis sous forme de soucoupe avec George Adamski en 1958, qui prétendait avoir été visité par un Vénusien du nom d'Orton, qui l'aurait emmené visiter Vénus à bord de cette soucoupe. Il a écrit par la suite un livre qui s'intitule « Les soucoupes volantes ont atterri », qui a ancré encore plus dans l'imaginaire collectif cet objet, que l'on voit très bien en photo dans le même ouvrage. Bon, en l'occurrence, quand on connaît certains objets du quotidien de l'époque, on voit que l'homme ne manquait pas d'imagination. Une lampe à pétrole. Et oui, avouez que la ressemblance est frappante. Quand on connaît pourtant le nombre de bandes dessinées, de films, de dessins animés inspirés par cet objet, on réalise vraiment l'influence de la culture ovni sur nos esprits, ce qui ne veut pourtant pas dire que le phénomène n'existe pas. Ici, on parle vraiment du processus par lequel, à partir d'un simple et unique témoignage, que cela soit vrai ou non, on arrive à toute une panoplie d'œuvres en rapport, et indirectement qui conditionne aussi les futurs témoignages. C'est une sorte d'influence cognitive collective en boucle fermée, en rapport avec notre conditionnement qu'on appelle en science le modèle socio-psychologique. C'est un processus par lequel les croyances dues à un certain conditionnement s'amplifient et se renforcent elles-mêmes, sans pour autant devenir un fait avéré, sans apporter une quelconque preuve matérielle en quelque sorte, c'est-à-dire un fait scientifique. Si en Amérique les vaisseaux sont en forme de soucoupe volante, alors pourquoi observe-t-on différentes formes partout dans le monde ? En Belgique par exemple, c'est le triangle qui a la cote. En effet, de 1989 à 1992, une vague d'observations d'objets triangulaires a submergé le plat pays de nos voisins. La plus célèbre photo qui illustre bien cette forme est celle-ci. Pourtant, c'était un canular reconnu en 2011 par l'auteur du cliché lui-même. En effet, Patrick Maréchal nous montre ici le bout de polystyrène qu'il a confectionné en s'inspirant des témoignages. Alors vous me direz, pourquoi nos amis belges ont-ils vu des vaisseaux en forme de triangle et pas en forme de soucoupe comme les Américains ? La réponse, c'est peut-être cette BD qui a bercé tous les enfants belges de cette génération, mais ça ne reste bien sûr qu'une supposition très appuyée. Encore une fois, le modèle socio-psychologique invalide de nombreux témoignages car il met en relief les phénomènes d'influence cognitive sur la masse à partir d'une simple observation non expliquée d'un seul individu, puis un relais médiatique, puis une amplification du même type d'observation, et enfin des œuvres culturelles inspirées de cette observation, et ainsi de suite. Après tout, qui n'aimerait pas observer un phénomène et pouvoir dire autour de lui qu'il a vraiment vu un ovni ? Alors, qu'en est-il de véritables observations inexpliquées, et y en a-t-il vraiment eu ? Le 29 août 1967, à Cussac, un village d'une centaine d'habitants dans le Cantal, François, 13 ans, Anne-Marie, 9 ans, amènent les vaches de l'étable au champ vers 8h du matin. Un peu plus tard, les vaches qui broutaient paisiblement s'agitent, François appelle alors son chien pour ramener les bêtes qui s'éloignent de leur pâture, mais soudain il se retourne et voit de l'autre côté de la route, à 90 mètres plus ou moins, 4 petits êtres qu'il pense d'abord être des enfants. Ces derniers sont complètement noirs et n'ont ni vêtements ni visage, des bras longs et des jambes trop courtes, leurs crânes sont curieusement allongés, et ils ont tous l'air de porter une barbe. Derrière eux se trouve une sphère brillante, presque éblouissante, d'un diamètre d'environ 5 mètres posée sur 3 pieds. Les 4 êtres étranges rejoignent alors leur véhicule qui s'envole dans un sifflement désagréable. Les jeunes enfants rentrent alors en pleurs chez eux, préviennent leur père qui est le maire du village et qui appellera les gendarmes de Saint-Flour à une vingtaine de kilomètres de là. Ces derniers constateront à l'emplacement de la sphère une herbe légèrement jaunie et une très forte odeur de soufre. Bon, ici j'ai décrit très rapidement la scène, mais sachez que l'histoire est un peu plus complexe que cela, et je vous conseille vivement, pour en savoir plus, de regarder la vidéo qu'Astronogeek a faite à ce sujet. Le témoignage des enfants n'est ici pas à remettre en cause, mais pour vous faire une idée, vous devez prendre en compte d'autres éléments. Le lendemain de cette observation, le père préviendra la presse qui réalisera une interview des enfants qui provoquera à son tour, et comme par hasard, d'autres observations quelques jours plus tard. Et oui, le fameux modèle socio-psychologique dont nous parlions tout à l'heure. De plus, on oublie aussi volontairement de vous dire que les premiers à avoir enquêté réellement sur ce témoignage sont exclusivement des ufologues ou des gens passionnés d'ovnis, et peut-on réellement être juge et partie tout en interrogeant des enfants de façon objective ? Si on rajoute à cela que 15 jours auparavant, une prime avait été annoncée à tout témoin apercevant un martien, eh bien, vous voyez le tableau. Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, Mars restait dans l'imaginaire collectif une planète habitée, et en pleine campagne, les enfants qui n'avaient pas internet et probablement pas la télé non plus, n'avaient peut-être jamais vu un hélicoptère, en l'occurrence l'Alouette 2, qui avait la fâcheuse tendance d'émettre un sifflement assez désagréable. On omet aussi de vous expliquer dans ce témoignage qu'il y avait non loin du lieu d'observation une base aérienne avec des hélicoptères de la gendarmerie, mais aussi à l'époque des archéologues en prospection qui se déplaçaient, eh bien, en hélicoptère. Mais ne désespérons pas, et cette fois nous tenons peut-être un témoignage intéressant. Cependant, n'ayant là aussi pas de preuves matérielles, nous vous laisserons le soin de vous faire un avis par vous-même, que nous vous invitons à partager avec nous en commentaire.
Jack Crean, pilote de chasse dans l'armée de l'air française puis moniteur, participe à l'évaluation en combat aérien du Mirage 3 et du Mirage F1 au centre d'expérimentation aérienne de Mont-de-Marsan. Cet homme a raconté comment le 23 septembre 1975 à 23h, lors d'une mission d'entraînement nocturne sur Mirage 3C, dans la région de Cambrai, il a observé par 3 fois la même nuit, en même temps qu'un collègue qui pilotait un autre appareil, un phénomène réellement intrigant. Ce soir-là, par un temps qui permettait une bonne visibilité, il aperçoit un grand fuselage d'une trentaine ou quarantaine de mètres en forme de cigare avec des hublots d'où émane une lumière éclatante. Il demande à son collègue de confirmer et tous deux demandent pendant cette séance d'entraînement au contrôleur radar s'il voit quelque chose sur son écran. La réponse est pourtant très claire, absolument rien sur son moniteur, et quand on l'interroge sur cet événement, Jack Crean semble encore aujourd'hui excité comme un gamin. Il paraît encore revoir la scène comme si cet événement s'était produit la veille. L'homme reste pourtant très rationnel et lorsqu'il nous décrit sa réaction après l'événement, on constate qu'il ne part pas dans tous les sens et admet volontiers au final qu'il ne sait pas. En effet, en pleine guerre froide, le phénomène était interprété différemment en fonction du camp où l'on se trouvait. Les Américains se demandaient si les Russes avaient trouvé un nouveau mode de propulsion et les Russes s'interrogeaient sur les dernières inventions des Américains. Ça ne correspondait pas à l'époque de mon observation et ça ne correspond toujours pas à ce que ma culture aéronautique, moi, et je me dis, j'ai pas d'explication à donner. Enfin, quand on lui demande s'il croit aux ovnis, voici sa réponse. Je suis dans l'expectative. Je ne veux pas croire fermement en disant je suis sûr que ça vient de l'espace, c'est autre chose. Quoique il y a une petite partie de moi-même qui trouve ça sympathique. Et en même temps, je me dis, bon, peut-être qu'on trouvera également, à l'issue d'une découverte scientifique, une explication à ce genre de choses. Je suis très pragmatique là-dessus. Malgré un nombre considérable d'articles et de vidéos épluchés, nous n'avons trouvé aucune preuve matérielle irréfutable, validée par un consensus scientifique, de l'existence des ovnis. En revanche, nous pouvons nous poser cette question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Faute de preuves matérielles sur les ovnis, on peut espérer un jour trouver de la vie dans notre univers gigantesque. Et étant donné son immensité, nous avons dans sa partie observable une estimation de 100 000 milliards de planètes, et parmi elles, combien pourrait abriter la vie, voire pourquoi pas une civilisation ? On est en droit de se demander pourquoi E.T. ne s'est pas encore posé sur notre planète en grande pompe en plein centre-ville d'une capitale, avec plein de preuves visuelles et matérielles dans sa hotte de Père Noël d'extraterrestres. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas ? Eh bien c'est justement ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Et oui, selon le célèbre physicien, des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces visibles depuis la Terre avec des ondes radio par exemple. Le paradoxe de Fermi peut donc s'énoncer sous la forme d'une question, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous, où sont-ils donc ? L'univers étant vieux d'environ 13 milliards d'années, une civilisation très avancée de mettons 2 milliards d'années d'existence pourrait bien avoir colonisé par vagues successives la galaxie entière en 2 millions d'années. Donc apparemment, les distances inimaginables ne sont pas un frein pour voir débarquer E.T. chez nous, alors peut-être que les planètes habitables ne sont pas si nombreuses que cela, ou tout simplement que les civilisations intelligentes s'éteignent toutes avant de pouvoir coloniser une galaxie entière. Alors que ce soit pour les ovnis, pour résoudre le paradoxe de Fermi, ou pour expliquer tous ces phénomènes qui nous étonnent et nous font tant débattre, l'équipe du Journal de l'Espace se joint à moi pour vous encourager à vous intéresser de très près à la science, aux mathématiques, à la biologie, à la chimie et à l'astronomie, bref, vous l'aurez compris, à plancher sur vos cahiers d'école, de fac, sur YouTube ou ailleurs, et à vous rappeler que sans preuve scientifique, vous devrez vous contenter de vos croyances, aussi belles soient-elles. Merci encore amis terriens de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo, qui change un peu, je vous l'accorde, de ce que vous avez l'habitude de découvrir sur cette chaîne. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter et à faire briller ce pouce bleu, afin que nous puissions apporter des preuves matérielles à ce bon vieil algorithme de YouTube, que le Journal de l'Espace n'est pas le fruit de votre imagination. À vendredi, salut les terriens.